J'ai le plaisir de vous présenter Jacob Diamond. Jacob est titulaire d'un doctorat en hydrobiologie. Il a obtenu son master en éco-hydrologie à l'Université de Floride en 2013, suivi par une thèse en hydroécologie sylvestre à Virginia Tech en 2019. Entre-temps, il a été consultant environnemental à Salt Lake City dans l'Utah et depuis 2 ans et demi, il est à Lyon avec nous en postdoc avec Florentina Moattar de l'Unité Riverly de Lyon. Et son projet de recherche a été financé par plusieurs entités. Tout d'abord, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, puis il a disposé d'une bourse de H2O Lyon. Et aujourd'hui, ces travaux sont financés par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour travailler sur l'époxy, ce qui fait partie du projet qu'il va nous présenter maintenant. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Jake et je reviendrai pour la session questions-réponses. Merci Gilles, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et de participer à cette série de webinaires H2O Lyon. Comme Gilles vous l'a dit, je suis ingénieur-chercheur, je travaille à l'INRAE, mais la plupart des travaux dont je vais vous parler aujourd'hui résultent d'un contrat avec l'Université de Tours et le CNRS. Et je souhaite également remercier mes sources de financement, H2O Lyon, Université de Lyon 1, l'Agence de Lyon Rhône Méditerranée Corse qui finance et facilite la programmation de cette conférence webinaire. Je vais partager avec vous des travaux menés depuis 1 an et demi, focalisés sur l'oxygène dissous dans les cours d'eau et comment nous pouvons utiliser ces mesures d'oxygène dissous pour comprendre les écosystèmes. Je souhaite également citer et remercier mes collaborateurs et co-auteurs, le Dr Florentina Moattar, Gilles Pinet, Matt Cohen, David Davis-Lewis, Alain Poirel, Cécile Martinet, Anthony Maire, Susanna Bernard. Puisque nous ne pouvons pas aller au restaurant ces temps-ci, je vous présente un menu scientifique en 3 parties. Entrée, la paire eau et oxygène gazeux. En plat, une analyse de changement de régime avec les processus métaboliques et en accompagnement. Et pour finir, un millefeuille de modèles de réseau et de comportement non linéaires. Bon appétit. Comme nous avons une grande variété de participants, je veux m'assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et définir ce qu'est l'oxygène dissous. C'est simplement ceci, des molécules de dioxygène dissoutes dans une solution. Je suppose qu'il est inutile de rappeler dans un webinaire H2O Lyon que l'oxygène dissous est important car nécessaire à tous les organismes, c'est qui est en fait une mesure de la qualité de l'eau et nous ne pouvons également l'utiliser pour observer le comportement d'un écosystème aquatique comme nous allons le voir. Tout d'abord le contexte. La première partie de ma présentation concerne surtout le bassin de la Loire, qui est le plus long fleuve de France et considéré par beaucoup comme le dernier fleuve sauvage d'Europe en raison de la très faible influence des barrages sur son cours principal. Notre compréhension de l'oxygène dissous dans le bassin de la Loire a commencé dans les années 70 au début, une tendance que l'on retrouve dans les autres grands bassins fluviaux industrialisés. À gauche, je vous montre les valeurs moyennes estivales en oxygène dissous en milligrammes par litre pour toutes les stations connues à partir de 1970 à aujourd'hui. Les années sont indiquées ici à droite. Je vous montre le nombre de sites où l'oxygène dissous a été mesuré pour la base de données française sur la qualité de l'eau. On observe une forte augmentation du nombre de sites qui commence dans les années 90 ici en 92 lorsque la loi sur l'eau a été votée et que le ministère de l'Environnement a disposé de beaucoup plus de ressources. Mais plus généralement, ce sur quoi j'insiste, c'est que notre compréhension de l'oxygène dissous, je l'appellerai peut-être DO par moment, est récente depuis 30-40 ans environ. Aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur 2 régions pour étudier la variabilité de l'oxygène dissous et ses implications écologiques. La première région est la Loire centrale, entre Nevers et Orléans. Et plus tard, je parlerai de la partie amont, des sites dans la plaine du Forez. Donc, qu'est-ce qui contrôle les concentrations d'oxygène dissous dans les écosystèmes aquatiques? Voici le bassin de la Loire.
Vous pouvez peut-être identifier des configurations spatiales ici avec les concentrations moyennes minimum annuelles, estivales de chaque station de mesure de la base de données française sur la qualité de l'eau. Les couleurs claires indiquent de très faibles concentrations, les couleurs sombres de très haute concentration d'oxygène. Mais pourquoi avons-nous cet aspect? Comme montré sur cette diapo, l'oxygène dissous est partiellement contrôlé par le processus d'équilibre air-eau, mais l'oxygène dissous est également fortement contrôlé par quelque chose que nous appelons le métabolisme du cours d'eau. De quoi s'agit-il? Voici une représentation des conditions diurnes d'un cours d'eau idéalisé. Le rayonnement solaire augmente la température de l'air ainsi que celle de l'eau et alimente la photosynthèse dans les autotrophes aquatiques. Ces autotrophes sont comme de la végétation de sol. Ils convertissent l'énergie solaire dans l'eau et le dioxyde de carbone, que l'on appelle le carbone inorganique, en composés réduits de carbone qui sont utilisés pour maintenir la vie, qui libèrent de l'oxygène comme sous-produit. Nous mesurons ce rendement en ce que nous appelons la productivité primaire ou productivité primaire brute, GPP, puis la dissipation collective de cette énergie organique que les plantes stockent de la lumière solaire et qui est consommée par les plantes elles-mêmes et par les hétérotrophes est appelée respiration ou dans ce cas, respiration écosystémique car nous ne pouvons pas déterminer d'où elle provient. Tout ce que nous pouvons faire, c'est mesurer l'influence globale de tous ces processus de consommation. Donc, pris ensemble, la productivité primaire brute et la respiration écosystémique sont les taux métaboliques fondamentaux des écosystèmes qui dissipent les entrants énergétiques dans les réseaux trophiques. Parfois, la production est supérieure à la respiration et on observe pendant la journée une augmentation de l'oxygène dans la colonne d'eau. Par contraste, la nuit, la photosynthèse s'arrête et les processus respiratoires chutent car il n'y a pas de photosynthèse active. Le GPP est essentiellement zéro et on consomme de l'oxygène pour absorber le carbone produit par les plantes. Et comme il s'agit d'un cours d'eau, les éléments s'écoulent vers l'aval. En 1956, H.T. Odum a fait une découverte tout à fait importante. On pouvait utiliser les séries temporelles de l'oxygène pour estimer les taux de production et de respiration. Je ne peux pas vous dire exactement comment, mais on peut. On peut donc également estimer le balai entre la production et la respiration, et nous appelons la production nette de l'écosystème. Donc si cette valeur est positive, cela veut dire que le système présente une augmentation nette de carbone dans la biomasse, et donc une augmentation nette de l'oxygène dans la colonne d'eau, et le système de la rivière est négatif. Donc, le métabolisme d'un écosystème est très important car c'est une mesure inhérente de sa capacité et de son rendement. C'est un élément essentiel de l'écosystème et sa compréhension est importante pour nous, pour les scientifiques et les gestionnaires des systèmes aquatiques. C'est très bien illustré ici par l'un des schémas originaux d'Odum. Ici, le rayonnement solaire est transformé par les plantes en énergie organique qui ensuite circule dans le réseau trophique avec perte d'énergie par entropie et processus respiratoire. Plus récemment, le métabolisme des écosystèmes a été bien mesuré sur les écosystèmes terrestres, mais ce n'est que récemment que nous avons commencé à étudier son influence dans les eaux. Et nous pensons que ces mesures seront très importantes pour établir les attentes en termes de qualité des eaux, les cibles de restauration et concevoir des programmes de surveillance. Que savons-nous du métabolisme des écosystèmes, de la production primaire et de la respiration? Nous savons que le GPP est largement déterminé par la lumière disponible ainsi que par quelques autres éléments. On imagine aisément sur l'image en bas à gauche qu'il y a beaucoup de lumière disponible pour les autotrophes qui pourront la transformer en carbone et libérer de l'oxygène dans la colonne d'eau, alors que visiblement ce n'est pas le cas à droite. À l'inverse, nous savons que la respiration est largement en fonction de la qualité et de la quantité de carbone représentée par C, ici. Ce carbone provient soit des autotrophes de la rivière, de l'environnement terrestre, des feuilles, de matières organiques dans le sol et bien entendu de la température. Donc nous en savons beaucoup sur le contrôle de ces éléments. Mais ce que nous connaissons mal et que nous commençons à étudier maintenant, c'est la répartition entre la
production et la respiration vers et en provenance des différents organismes se fait. Ainsi, quand nous mesurons l'oxygène dans un cours d'eau, nous ne savons pas combien de cet oxygène provient de macrophytes ou d'algues ou de phytoplancton ou de plancton benthique. Et nous ne savons pas non plus, une fois que le carbone a été créé, qui l'absorbe et dans quelle mesure tous ces éléments l'absorbent. Donc c'est une question ouverte. Nous ne savons pas non plus quelles sont les échelles métaboliques dans les réseaux aquatiques. Nous avons fait de nombreuses mesures sur des tronçons de quelques dizaines à des centaines de mètres, de quelques dizaines à centaines de mètres, pour comprendre le métabolisme à ces échelles, mais nous ne comprenons pas le métabolisme à l'échelle des grands cours d'eau. Et nous commençons à comprendre, même s'il y a encore beaucoup à apprendre, le couple métabolisme et cycle des nutriments se fait au cours des jours et sur des cycles annuels également. Nous savons que les autotrophes ont besoin de nutriments pour créer de la biomasse, mais le moment où ils prennent les nutriments dans la colonne d'eau reste à déterminer. Une information de pointe. Et enfin, et ceci est très important, comment utiliser ces mesures pour évaluer l'état de santé d'une rivière? Il s'agit là d'un domaine totalement inconnu. Dans la suite de mon exposé, je vais essayer de traiter chacun de ces points, car nous y travaillons actuellement. Bien, venons-en au plat principal. Nous posons la question, comment est-ce qu'un changement de régime dans une communauté de producteurs primaires affecte le métabolisme et le cycle des nutriments, et ce changement était-il prévisible? Il s'agit là de quelque chose que nous avons traité dans un article qui vient d'être accepté, mais c'est pour contrainte de temps, nous laisserons cela de côté. Lorsque je parle de changement de régime, je fais référence à un terme utilisé par les écologistes, à savoir un changement abrupt persistant dans la structure ou dans l'état, je vais beaucoup utiliser ce terme, stade de l'écosystème. Ces changements de régime des écosystèmes font depuis longtemps l'objet d'études et ce que l'on observe, c'est que lorsque ce changement se produit dans un système comme ceci, cela veut dire qu'il y a des mécanismes de rétroaction interne très puissants qui veulent maintenir le système dans un état ou dans un autre. La partie centrale de la Loire a subi un tel changement de régime au cours des 15 dernières années, en gros. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, la partie centrale de la Loire ressemblait à cette soupe de lentilles vertes, ici, ce que les spécialistes désignent sans doute comme un état eutrophique, beaucoup d'algues, de phosphore, de chlorophylle, turbidité, faible transparence. Puis, de manière relativement soudaine, aux alentours de 2005, l'écosystème est brusquement passé à un état d'eau claire avec peu d'algues, peu de phosphore et également une augmentation de population de cette moule filtreuse, la Corbicula fulminea, et l'émergence de ces macrophytes que l'on voit ici en surface. On peut le voir non seulement à l'œil nu, mais également à travers des données que je vais commenter sur le tableau un peu chargé, je m'en excuse. Il s'agit d'une série temporelle qui commence en 1990, qui se termine en 2018, concernant plusieurs constituants chimiques présents dans les eaux, mais nous allons nous concentrer sur la chlorophylle A ici, et les moules d'eau douce Corbicula et les pourcentages de couverture des macrophytes. Notez que les Corbicula sont sur une échelle log. Les barres verticales pointillées indiquent indiquent un point de changement dans les séries temporelles que nous pouvons calculer avec des statistiques et nous l'appellerons un changement de régime de l'état de l'écosystème. Donc, nous avons un état ici, haute teneur en chlorophylle A, une faible teneur A à droite. Nous voyons les valeurs moyennes estivales pour chacun de ces états. Ainsi, pour l'état eutrophique du milieu de la Loire, nous avions 0,08 mg par litre en moyenne de chlorophylle A, et ensuite à 0,01. Donc il faut que vous sachiez que la chlorophylle A chuté d'un ordre de magnitude de 90% entre ces deux états, et ce fut un abrupt et non pas une baisse progressive. Et on observe des comportements similaires des autres constituants, y compris le phosphore. Donc, l'apparition d'un changement aussi abrupt est intéressante à observer dans une rivière. Ce n'est pas très courant. Ce type de changement dans un système aquatique est très souvent observé dans les lacs et beaucoup d'études montrent
que les écosystèmes peuvent basculer d'un état eutrophique à un état oligotrophique, à un état d'eau claire dans les lacs. Mais ce n'est pas courant dans les rivières car celles-ci n'ont pas de forte rétroaction interne. L'eau s'écoule toute l'année, elle entraîne des éléments en aval alors que dans un espace de temps de résidence de l'eau est très long et permet le développement de processus de rétroaction interne dans les lacs notamment. Récemment, un autre système de rivière en Espagne a présenté un changement d'état similaire à celui de la Loire. Et pour moi, c'est inattendu et c'est une étude de cas intéressante pour comprendre comment les rétroactions se développent dans un écosystème de rivière. Bon, c'est très bien et très sexy de parler d'états stables alternatifs, mais il est plus ardu de les tester et d'effectuer leurs analyses statistiques. Comme je l'ai dit, nous disposons de théories bien développées et de preuves empiriques. Les théories ici à gauche qui montrent ce qui se passe dans les lacs entre les états stables et alternatifs, et l'on attend ces courbes en S, un classique. Brièvement, on peut imaginer un lac avec une faible teneur en nutriments, la ligne bleue ici à gauche, et lorsque l'on commence à ajouter des engrais, les nutriments augmentent, les phytoplanctons croissent, augmentant la turbidité et réduisant la clarté de l'eau. À un moment donné, on atteint cette concentration qui crée un niveau de turbidité critique qui fait brusquement basculer le système dans un état maintenant dominé par les phytoplanctons. Ici, nous avions des macrophytes, de l'eau transparente. Maintenant, elle est dominée par les phytoplanctons et plus de macrophytes. Est-ce que nous observons ce comportement dans la Loire centrale? Je dirais que nous en voyons une forme atténuée. Je vais vous montrer ici le chlorophylle A, le phosphore et la TSS, qui est la turbidité par rapport au phosphore. Donc, c'est comme un nutriment. Et sur la gamme de couleurs, les très foncées sont les plus anciennes et les plus claires, les plus récentes. Donc, je pense que nous observons une forme similaire de la courbe. Un cluster ici, un cluster là, qui indique ces deux états potentiellement stables des écosystèmes dans la Loire, mais dans la Loire centrale. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette courbe, c'est le parcours à l'envers le long de cette courbe. Typiquement, la plupart des études et des modèles théoriques empiriques examinent les écosystèmes qui évoluent dans cette direction et ils en déduisent les états finaux. Nous voyons qu'il faut notablement réduire les nutriments pour retourner à cet état d'eau claire. Donc, nous avons quelques preuves que l'on peut observer des états stables alternatifs dans les eaux de rivière. Nous avons examiné également les moules corbicula comme moteur de changement également, mais je ne vais pas m'y attarder. On y reviendra. Donc, le point de mon propos, c'est l'oxygène et ce qu'il peut nous apprendre. Et c'est pour cela que je n'utilise pas trop les termes eutrophiques ou oligotrophes désormais pour les rivières, car ils sont développés pour les lacs en fait. Et ils impliquent que pour un lac autotrophe veut dire qu'il y a une forte productivité, alors que pour les lacs oligotrophiques, il y a une très basse productivité. Mais lorsque nous avons utilisé cet extraordinaire ensemble de données sur 30 ans, sur l'oxygène dissous, nous n'avons pas observé ce comportement. Donc nous avons calculé le métabolisme, la GPP et la respiration à partir des données sur l'oxygène. Et on s'attendait vraiment à voir un changement de régime, un énorme changement dans les phytoplanctons, que quelque chose allait changer dans le métabolisme, mais nous n'avons rien vu. C'est resté pratiquement constant pendant toute la période. Et lorsque nous pouvions détecter un point de changement exactement comme sur les autres figures que je vous ai montrées auparavant dans les séries temporelles, quand nous pouvions montrer un point de changement, les valeurs étaient de 10 à 30% différentes pour la production et la respiration, mais pas de l'ordre de magnitude que nous avions observé pour les états des écosystèmes. Donc, j'insiste à nouveau sur le fait qu'il n'y a pas de lien évident entre le changement de régime, donc l'état des composantes telles que le phosphore, la chlorophylle A, la turbidité et autres, et le changement de régime des processus GPP et ER. Ceci est illustré sur l'un des deux tableaux de droite. La production versus chlorophylle A et production versus phosphore. Nous proposons une autre approche. La chlorophylle A est un stock de biomasse stable qui a présenté un changement abrupt de régime, alors que la GPP est la quantité de travail que fait la biomasse pour ne pas se
pas présenter ce comportement. Et en fait, on peut obtenir la même GPP avec des valeurs largement différentes. Ici, une échelle log de la chlorophylle A et avec des valeurs largement différentes pour le phosphore. Et je suggère que ceci est particulièrement pertinent pour des appels à utiliser le métabolisme d'écosystèmes pour les actions de restauration. Si l'objectif de gestion est de retrouver de l'eau claire, l'examen du métabolisme de l'écosystème peut ne pas vous dire grand-chose, au moins dans ce cas. Récemment, d'autres preuves ont été apportées qui suggèrent que ceci n'est pas unique à la Loire et que les eaux et les processus dans les écosystèmes sont résilients au changement de leur structure. Selon moi, il s'agit là d'une observation très très intéressante. Les écosystèmes continuent à traiter des matières au même rythme, quels que soient les éléments présents, les macrophytes ou les mytoplanctons, et c'est intéressant, très intéressant. Je ne veux pas que vous restiez sur l'idée que seule la couleur d'une rivière change et rien d'autre. Lorsque l'on examine soigneusement, on réalise qu'il y a des changements nets dans les processus des écosystèmes et donc si on peut le voir à l'œil nu, c'est que quelque chose se passe. Le premier est le couplage temporel entre la production et la respiration. C'est un peu compliqué à décrire, mais le couplage temporel fait référence à la vitesse à laquelle le carbone atmosphérique est fixé par les autotrophes, puis renvoyé sous forme de CO2 expiré d'une façon dans l'atmosphère par l'écosystème. Ainsi, dans un état de phytoplancton, le carbone produit est très appétissant pour les organismes et il est là dans la colonne d'eau, accessible et retourné très rapidement. Nous appelons cela un couplage serré entre la GPP et le R. Et on peut en fait évaluer ce couplage avec des sortes de tests. Ce qui est important, c'est que les valeurs en dessous de cette ligne montrent un couplage très serré entre la GPP et le R. Et autour de ce changement de production et de respiration, on observe un affaiblissement de ce couplage. L'autre chose que nous observons, c'est que le changement relatif entre la production et la respiration ne sont pas vraiment en miroir. L'amplitude de la GPP a été légèrement moins réduite que celle de la respiration. Donc ici, la GPP est légèrement plus grande que le R, mais dans cet nouvel état, GPP est en effet légèrement inférieur à R. Donc, il y a eu un changement léger, mais cela n'a pas complètement modifié l'équilibre. Et ce que cela signifie, c'est que le milieu de notre transformé passe d'une séquestration nette du carbone par le système à une source nette de carbone dans ce nouveau régime dominé par les macrophytes. Le troisième point important que je veux présenter, c'est qu'il y a eu un changement relatif dans les traitements de l'eau pour le carbone et l'azote. Encore une fois, on peut évaluer ceci par le ratio entre le carbone éliminé du système et le carbone qui est transporté en aval, et même chose pour l'azote. Donc nous pouvons prendre ce ratio, l'examiner, et ce que nous voyons, ce sont de grands changements dans l'état final du plancton. Le transport d'azote a été plutôt faible comparé à ce qui a été stocké par la biomasse, et le transport de carbone a été élevé car beaucoup de phytoplancton ont été transportés en aval. Et ceci a complètement basculé dans un état dominé par les macrophytes. Nous avons un très faible entraînement aval de carbone par rapport à cet état, mais beaucoup plus d'azote. Donc ce changement de régime a eu un très fort impact sur les processus des écosystèmes, bien que n'étant pas un énorme changement de production et de respiration en termes d'amplitude. Pour résumer, nous avons la confirmation que de grands changements synchrones portant sur les variables d'état peuvent se produire dans les rivières avec une transition abrupte vers un auto-résilient. Mais en dépit de ce changement massif de l'état écologique, le régime métabolique, production primaire, respiration change beaucoup moins et beaucoup plus tard. Cela ne se produit pas en même temps. Finalement, alors que les macrophytes remplacent les phytoplanctons comme producteurs primaires dominants, il y a découplage de la production de la respiration, ce découplage temporel dont j'ai parlé. On passe de puits de carbone à source de carbone et on observe une réponse divergente du carbone et de l'azote, à savoir combien est transporté et combien est traité dans la rivière. J'insiste à nouveau sur le fait que les conclusions que nous élaborons ici sont basées sur l'analyse des signaux d'oxygène dissous. Donc, il me semble incroyable que l'oxygène dissous nous permette de faire le travail en profondeur pour comprendre les écosystèmes des cours d'eau. Bien, passons au dessert.
Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la dynamique de l'oxygène dissous à l'échelle du réseau d'un cours d'eau, car c'est quelque chose que nous ne comprenons pas bien sur le métabolisme et l'oxygène dans les réseaux de cours d'eau, le plus difficile étant d'établir l'échelle. Pour cela, quelqu'un essaie de sonner à ma porte, dit monsieur. Pour cela, nous sommes remontés vers la source, dans la plaine du Forez, et nous avons étudié 40 sites avec différentes couvertures et configurations de sol. Au cours des 18 derniers mois, nous avons étudié 40 sites dans la région du Forez, certains à l'ouest, d'autres à l'est, avec différentes manières de stocker l'eau. Certains le font sur le cours d'eau, d'autres dans des bassins, une large gamme de bassins versants en l'occurrence. Pardon, j'ai oublié le fromage. Pendant la préparation de cet exposé, je suis allé fouiller dans l'histoire de la mesure de l'oxygène dissous et je vais vous en parler brièvement. Donc la première instance se situe dans la littérature en 1859 par un certain W.A. Miller qui voulait connaître la composition gazeuse de la Tamise en Angleterre. Il a utilisé cet instrument appelé une auge pneumatique. On fait bouillir de l'eau, là les gaz sortent et sont piégés. Il y a du mercure et donc le volume de mercure déplacé correspond au volume de gaz dans l'eau. Ensuite, on peut déterminer la composition de ces gaz avec des réactifs. Ici, pour le carbone, il s'agit de pyrogalate de potasse. Voyons également les résultats de ces analyses, car c'est fascinant en comparaison de nos réflexions actuelles. Il dit, publié en 1850, il dit, je cite, « De toute évidence, l'eau de la Tamise doit son déficient en oxygène à l'action réductrice de l'urée et d'autres matières déversées dans le fleuve par les égouts. » Ce qui est exactement ce qui se produit aujourd'hui. À partir de ce fait, nous avons tenté d'améliorer par aération une sorte de norme de pureté. Toutefois, il n'y a qu'une faible utilisation pratique de cette aération puisque même les eaux de source les plus pures présentent une aération imparfaite. Et de ce point de vue, les eaux les plus pures et les moins pures sont au même niveau. Fin de citation. Je dédoute sur le dernier point, mais c'est très intéressant. 130 ans plus tard, ce type de raisonnement et de mesure est intéressant à observer. Ensuite, ces mesures ont été améliorées avec de la colorimétrie, permettant de déterminer la teneur en oxygène du sang, et fascinant, développé par Schutzenberger. Différentes formes d'amélioration ont été apportées avec des itérations de la méthode par la colorimétrie, et je peux présenter des résultats de Hucheprey, qui a également fait des recherches sur la Tamise avec des méthodes similaires. Il apparaît que la Tamise a été l'objet des premières études mondiales sur l'oxygène dissous. Avec cet appareillage, il a constaté la chute en oxygène dans l'eau au point de décharge des égouts, mais il a constaté ceci, je cite, « On peut en dire beaucoup plus concernant ce processus et son applicabilité à l'analyse de l'eau dans laquelle je suis actuellement impliqué, mais je ne veux pas prendre trop de votre temps et je ne peux qu'espérer finalement que d'autres membres de notre société reprendront ce sujet très intéressant et nous feront part de leurs expériences. » Fin de citation. Donc nous poursuivons le travail sur le sujet très intéressant de l'oxygène dissous, j'en suis très fier et heureux. Au cours des années suivantes, deux améliorations ont été apportées. Il y a un autre intéressant jusqu'au grand changement de 1888 développé par Ludwig Wilhelm Winkler, qui a inventé le système de titrage qui deviendra la méthode la plus utilisée dans les 70 années suivantes pour les mesures d'oxygène dissous. Mais aujourd'hui, nous avons ceci, des capteurs sur site d'oxygène dissous qui permettent des enregistrements très précis jusqu'à 0,02 mg par litre à 1 minute d'intervalle. Nous les avons installés sur les 40 sites déjà mentionnés et nous les avons protégés par des gaines en PVC. Juste pour vous donner une série du type de sites sur lesquels nous travaillons, ils sont différents en termes de couverture végétale, de substrat, de largeur, d'ombrage, de lumière disponible et de profondeur. Voici une vue de paysage qui alimente ces cours d'eau très pastorales et les autres trophes que l'on trouve, les types de trophes que l'on trouve. Vous voyez, ces longs filaments d'algues et des macrophytes également. Donc des sites très divers. J'ai beaucoup parlé de ce que nous pouvons apprendre de l'oxygène dissous, mais je crois que je ne vous ai pas encore montré un exemple de série temporelle. Voici à quoi cela ressemble. Lorsque nous collectons les données des sites, nous les chargeons dans l'ordinateur. Voilà. Et voici une série temporelle du début du printemps de l'un de nos sites.
Et on observe que l'oxygène dissous avec en vert le pourcentage de saturation, donc à 100%, on a un équilibre parfait avec l'atmosphère. Et si nous n'avons pas 100%, c'est que quelque chose est en train d'agir dessus. Quelque chose produit ou consomme de l'oxygène. En bleu, vous voyez la température. Nous voyons au début que l'on est pratiquement à saturation, mais dans la journée, la température augmente et on commence à voir ces signaux de production, une augmentation de l'oxygène pendant la journée qui augmente dans le temps. Vers le 20 avril, il y a eu un événement pluvieux. À ce moment-là, la rivière est devenue plus trouble, la lumière ne pénètre plus, donc les producteurs primaires ne peuvent plus produire d'oxygène et beaucoup de carbone est extrait par agitation du lit de la rivière, ainsi que de l'environnement terrestre, va apporter l'environnement terrestre, ce qui augmente la respiration. On voit cette chute de l'oxygène que l'on observe régulièrement sur d'autres sites pour atteindre parfois un niveau hypoxique comme ici. Ensuite, il y a une période de récupération, les choses se calment et le cours d'eau revient à l'équilibre avec l'atmosphère. Mais à ce point, malheureusement, pour les autotrophes, les feuilles des arbres ont poussé et forment un ombrage sur la rivière. Donc il n'y a plus de lumière disponible pour la production, pour la productivité. En fait, les autotrophes du cours d'eau disposent d'une fenêtre de temps très courte pour agir. Je vous ai dit que nous nous intéressions à cette idée des comportements en réseau et je vais vous montrer 4 sites délimités dans l'un des bassins versants que nous avons étudiés et vous voyez les séries temporelles de chacun de ces sites. Pouvons-nous observer les preuves d'un comportement en réseau? Nous avons beaucoup plus de sites, mais j'ai choisi ces 4-là car ils sont exemplaires du type de modèle que nous pouvons constater. Y a-t-il un modèle clair amont-aval? Sur la base de ce que nous avons examiné à ce jour, ce n'est pas évident, au moins lorsque l'on observe que l'oxygène. On voit une réduction des minima quotidiens, ici en jaune les plus en aval, et les points les plus bas des minima qui se produisent au milieu de la nuit. On voit une réduction des minima quotidiens en aval, et les autres modèles sont moins faciles à discerner. Par exemple, les 2 sites sur la partie amont de ce bassin versant, en vert clair le plus amont, celui en bleu juste à environ 100 mètres en aval. Ceux-ci-là, ils présentent des amplitudes totalement différentes alors qu'ils ne sont séparés que par une centaine de mètres. Donc, ils ne correspondent pas vraiment à ce modèle amont-aval. Il y a peut-être un comportement en réseau, mais il peut être différent en fonction de certains facteurs. Le plus évident étant les contrôles d'échelle locale sur l'échelle dissous. Par exemple, le tronçon, ici le tronçon de la rivière ici, et l'utilisation des sols autour sur une centaine de mètres. Et les mêmes séries temporelles dissous ici. On voit ici une différence au niveau de la rivière, donc avec un tampon d'environ 100 mètres. Et la même chose, l'oxygène dissous ici, dans la série temporelle. Il y a une différence nette d'utilisation des sols ici. L'amont en pourpre est à moins de forêt, donc une plus grande disponibilité de lumière et donc potentiellement de production. Parce qu'il est entouré d'agriculture et donc il contribue en nutriments dans le système. Alors que le site Joe en aval court dans une forêt sur toute sa longueur avec moins de lumière disponible, donc une moindre production. Mais je ne sais pas si nous pouvons voir ceci. L'amplitude maximum-minimum qui nous dit quelque chose sur la productivité et ils sont similaires. Il peut y avoir un autre facteur de complexité. Sur les sites auxquels nous nous sommes intéressés au comportement au point de confluence en prenant les confluences comme des unités d'échantillonnage, car elles sont des nœuds de réseau graphique et elles peuvent ainsi constituer des points intéressants d'étude de la biochimie des rivières. Nous avons vu que certaines confluences font se rencontrer des eaux avec des biochimies totalement différentes. Ici, par exemple, un ordre de magnitude en chlorure, ce qui nous conduit à penser que le mélange aval des 2 chimies aquatiques différentes pouvait conduire à une sorte de comportement inattendu en termes de production, de respiration et de métabolisme de l'écosystème en général. Si il y a un effet, nous l'appelons non conservatif. Sinon, si les eaux se mélangent simplement, oxygène à 10 ici et oxygène 5 là, on est en aval et on est à 5,5, mais cela est conservatif. Mais il a fallu vérifier ce point
C'était une idée intrigante, mais nous devions la tester pour être certains. Donc, nous avons commencé à examiner d'autres confluences. Je vous montre deux exemples ici. Une très petite confluence dans une zone boisée, ici, et une autre, une grande confluence au milieu de terres agricoles. Et il y en a une ici et il y en a une là, voilà. Et la ligne en bleu est toujours l'aval et la ligne pointillée est l'amont. Simplement, nous pouvons, pour vérifier, on peut se poser la question, est-il possible qu'il y ait un comportement non conservatif? Est-ce que le signal aval d'oxygène dissous est soumis au signal d'amont? Et une façon de procéder consiste à se focaliser seulement sur les maxima et les minima de chaque jour. Est-ce que le maxima est contraint par ces deux mesures aval? Oui. Les minima le sont-ils? Non, car chaque jour, ils sont plus bas que la valeur amont. Qu'en est-il de celui-ci? Aucune des valeurs n'est contrainte par les deux tronçons amont. Donc, il se passe quelque chose d'autre en plus des mélanges. Ceci nous a incité à examiner plus précisément, et une manière de résumer ceci, après vous avoir montré deux confluences ici, je vous montre les 10 de ces sites initiaux. Et nous pouvons synthétiser en disant très bien, chaque jour, nous disposons de données. On peut alors se poser la question, est-ce que le maximum aval est en dessous ou au-dessus de la plage amont? Et on peut dire la même chose pour les minima. Ainsi, pour cette petite confluence que je vous ai montrée plus tôt, on peut voir que chaque jour, le minima est inférieur au minimum amont, et en noir, on voit que les minima aval sont en dessous de la plage amont pour la majorité des cas. Et pour simplifier, afin de comprendre ce tableau, il suffit de comparer les zones en couleur avec les zones en gris. Et ce que nous voyons, c'est que pour la plupart des jours et la plupart des confluences, nous avons une sorte de comportement non conservatif. Nous ne savons pas encore exactement ce qui se passe, mais ceci est vraiment intéressant et nous incite à poursuivre cette idée. Nous pouvons synthétiser un peu plus pour chaque jour. Nous voyons des comportements non conservatif chaque jour. Donc lorsque le signal aval d'oxygène n'est pas dans la plage de celui amont, on peut se dire très bien où est la différence entre les maximums et où est la différence entre les minimums. Le noir est les minimums et le vert est le maximum. Et voici les différences de pourcentage. Ce que nous voyons, c'est que pour presque tous les jours pour lesquels nous avons des données, lorsque le maximum aval est au plus haut, ce n'est pas beaucoup. 10% ou moins, 5%. Toutefois, lorsque les minima aval sont inférieurs aux minima amont, la différence est plus forte, 10, 20, 30%. Peut-être que cela signifie que nous avons un effet d'amorçage si on apporte du carbone d'un des affluents et qu'il est introduit dans un système qui a besoin de carbone, peut-être que l'on amorce une respiration en fait. Nous ne savons pas. Mais nous l'étudions et nous voulons travailler sur cette idée. Cela étant dit, il s'agit du point focal de nos prochaines études sur le bassin versant du Rhône. Il y a 12 confluences pour lesquelles nous allons spécifiquement étudier ces questions et l'effet de l'époxy dans ces cours d'eau. Il y a 6 à Lisseron, 6 à Ladière, 7 en fait, à Ladière. Et nous voulons vraiment répondre à cette question. Est-ce que ces confluences ont un effet sur l'oxygène dissous et le métabolisme? Et nous travaillons avec des collègues ici à l'AID pour étudier les communautés qui se développent en amont et en aval des confluences. Nous allons recevoir des données qui nous intéressent beaucoup cette semaine. Et si de tels effets existent, quelle est leur nature? Quelle est leur amplitude? 2-10% de changement? Est-ce qu'ils s'ajoutent lorsque vous travaillez à l'échelle de tout le réseau? Voici le type de questions sur lesquelles nous travaillons actuellement, financées avec des fonds de l'Agence de l'eau. Et nous sommes également intéressés par la caractérisation de ces confluences et les influences anthropogènes et leur contrôle géomorphologique afin de prédire ce qui pourrait être leur comportement de confluence et également comment les signaux OD vont se propager à l'échelle du réseau.
Et sur cette note, je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Jacob pour ce survol de ce qui peut être fait avec les mesures d'oxygène. Donc je vois déjà 2 commentaires, 2 questions. Dans le propos, il y en a un de Bernard Clément. Vous avez montré des développements de Corbicula en 2005 dans le cadre de l'étude sur la Loire centrale. Ces populations ont-elles joué un rôle dans la respiration des écosystèmes? Pardon. Oui, je pense. Je pense également, malheureusement, nous n'avons pas de bonnes estimations de leur masse. Nous avons de leur densité c'était difficile d'évaluer leur biomasse, mais je pense que ce serait une bonne façon d'estimer leur effet. Et je pense qu'ils ont eu un effet conséquent sur l'azote présent, le nitrate présent dans l'eau, parce que l'on voit, je pense que c'est un effet combiné. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot exact, mais l'effet combiné et les microphytes ont une stoichiométrie différente donc, au niveau de l'oxygène dissous, et ils ne prennent pas l'azote de la même façon dans l'eau. Donc, je pense que c'est certainement un sujet intéressant. Notamment au niveau de l'équilibre GPP et respiration. Une question de Yolande Pesson. Après le passage des microphytes, la proportion d'oxygène dissous relâché comme oxygène sous forme de bulle peut avoir un effet sur le métabolisme. Donc, certains des plantes également, vous savez, les feuilles sont au-dessus de l'eau, donc toutes les plantes ne sont pas immergées. Donc, je pense qu'on a sans doute sous-estimé le métabolisme dans ce cas. Potentiellement, le changement de métabolisme pourrait être certainement sous-estimé. Mais pour répondre à votre question, on ne sait pas vraiment quelle est la quantité et on ne sait pas comment l'estimer facilement, mais vous avez raison. C'est un point tout à fait important. Concernant le travail sur les confluences, Manuel Mignot, lorsque l'on parle d'amont, on parle de flux, ce sont la mesure de l'OD là, dans ces flux en amont. Vous pouvez commenter un petit peu dessus? Vous pouvez me lire la question à nouveau, pardon. Il veut être certain que lorsque vous parlez de amont, vous parlez de l'ensemble de tous les flux, donc... Et donc, enfin, son commentaire, c'est que ces confluences pour elle, l'OD non conservatif est bizarre. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est bizarre, on essaie de déterminer pourquoi c'est bizarre. Je pense qu'il est peu probable qu'il y ait un effet non conservatif qui va augmenter la productivité. Parce que vraiment, c'est limité par la disponibilité de la lumière. Peut-être que certaines confluences sont plus larges et plus de lumière localement, et mais ça n'a pas vraiment un effet du mélange. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, effectivement, probable même que le mélange de l'eau, des eaux, peut modifier la respiration et augmenter la quantité d'oxygène consommée par les communautés en aval. Donc, je pense qu'on prend, bien sûr, encore une fois, on prend la conservation des masses, et également l'échange avec l'atmosphère, les échanges avec l'atmosphère qui peuvent changer également. Parce que cela va dépendre de la profondeur, des turbulences. Donc, c'est compliqué. C'est une question compliquée, mais qui est tout à fait intéressante à étudier. Une autre question de Emmanuel, une question d'Emmanuel. Donc, quelle est la distance entre les portions amont-aval que vous avez étudiées pour les confluences, pour être certain, quand on prend la partie aval, où est-ce que ça se situe à quelle distance de l'amont? On veut la distance un petit peu plus basse que la distance de mélange, et donc on peut utiliser environ 10 fois la largeur du cours d'eau, même si ça va dépendre bien entendu de l'angle de confluence, des pentes et à quelle vitesse elles se mélangent. Mais pour répondre à la question, ça dépend en fait des confluences.
mais au-delà de la zone de mélange. Et l'autre aspect, donc, compte tenu du fait que vous avez une augmentation de respiration en aval de la confluence, pendant combien de temps cet effet peut-il être perçu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une question intéressante parce que c'est un effet local, mais ça devient la rivière. Donc, en fait, ça devient la respiration de la rivière. Eh bien, on peut avoir tous ces petits effets additifs qui vont en aval, qui vont... Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un effet Laval ou un effet cumulatif. Mais c'est une bonne question. Un point peut-être que l'on peut mentionner, c'est entre deux confluences, il n'y a pas beaucoup d'espace, pas de distance, notamment sur des petits cours d'eau. Donc, vous passez de l'aval d'une confluence à l'amont d'une autre confluence. Donc, la longueur de rivière, le tronçon de cours d'eau qui nous reste n'est pas très grand. Oui, c'est un point exact. Il y a une question de Pascal Bray. Avez-vous également travaillé en utilisant les flux plutôt que les rayonnements sur les confluences? Oui, c'est quelque chose que nous faisons. Nous travaillons beaucoup mieux maintenant. Sur ces sites. Mais oui, c'est critique de considérer bien sûr les bilans massiques. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ce que je vous ai montré précédemment, c'était juste pour voir est-ce qu'il se passe quelque chose. À l'heure actuelle, nous travaillons sur la quantification des différences de façon plus rigoureuse. Comment vous faites cela? Enfin, on veut utiliser un bilan massique et donc simplement le temps de bon, on peut différents endroits. On peut également comparer des solubles conservatifs. On a des sondes de conductivité qui sont utilisées en fonction des échelles spatiales et on peut dire nous savons que ce solide a un comportement conservatif et donc quelle est sa différence avec l'oxygène par exemple. Et on veut développer également un modèle de confluence pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe. J'ai deux questions, une de Rion. Avez-vous mesuré les gaz tels que N2, l'organe, pour voir s'il y avait des différences en amont-aval et si elles sont impactées par le métabolisme ou les éléments physiques tels que les turbulences? Non, nous n'avons pas fait cela. Mais il est certain que la turbulence va augmenter. Plus il y a de turbulences, en fait, plus ça va affecter le signal d'oxygène, donc parce que il y a un effet tampon. Donc ça va le faire. Mais non, on n'a pas vraiment mesuré. Mais si vous avez une très faible, à la fin, c'est une faible teneur en oxygène, ça ne peut pas être dû simplement à l'effet des turbulences. Je pense que ça va dépendre. Pour nos cours d'eau, non. Mais je peux imaginer un système où il y a deux cours d'eau qui ont des très hautes productions, beaucoup plus élevées que l'équilibre. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement faire tomber la valeur par les turbulences. La turbulence pourrait faire tomber les valeurs. Donc, évalueur est toujours là. Et donc, les méthodes... Quand vous prenez un seul point de mesure et que vous extrapolez en supposant des consommations régulières, avez-vous trouvé qu'il y avait une distribution homogène sur les sections aval? Non, mais pour chacun des cas, non, mais je travaille sur ces données beaucoup sur ces données depuis longtemps et dans ces cours d'eau, 100 mètres, l'oxygène dissous ne change pas sur 100 mètres, pas tellement, hein, sauf si quelque chose agit sur le système, qui dans ce cas peut être une confluence, mais on peut mesurer, sur un cours d'eau, mais c'est un point intéressant, mais et il faudra bien l'évaluer. Mais
10 largeurs semblent trop faibles pour avoir le bon mélange. Sur les grands fleuves, ça pourrait être vrai, même si cette valeur aléatoire a été prise sur d'autres études. Hein, c'était un peu... mais en fait, il y a plusieurs années. Mais je pense que dans nos fleuves, dans nos cours d'eau, ça semble bien fonctionner. On peut le mesurer on peut le faire avec des mesures de conductivité, c'est mélangé. Et donc, il y a un commentaire de Susanna Burnal qui dit qu'elle a apprécié le repas, merci, mais elle pose la question de savoir quand pensez-vous voir les plus grandes différences entre les sites amont aval, en analyser les différences, amplifier pour voir ce qui se passe. Oui, je pense que notre idée initiale, c'est qu'on pensait qu'il y aurait des grosses différences des eaux avec différentes chimies, ce qui qui alimente différentes communautés et entretient différentes communautés, donc, et qui font le travail de la respiration. Et lorsque l'on mélange ces éléments, il y a des possibilités d'effet d'amorçage. Donc, mais selon moi, je pense que c'est aux confluences, au moment des jonctions, c'est qu'il y a si elles ont des débits à peu près similaires, donc il peut y avoir différentes chimies, mais donc nous avons choisi des confluences qui couvraient à peu près toute la gamme, depuis un cours d'eau principal et un petit confluent, ou en taille similaire, avec des différences de niveau de rivière en termes de niveau topographique, et donc on peut commencer vraiment à voir exactement la question. Donc, où se situent les différences qui sont vraiment frappantes? Est-ce qu'elles sont importantes au niveau du système en tant que tel, à prendre en compte? Une dernière question peut-être de ma part. Comme toujours, lorsqu'il y a un bon repas, on ne voit jamais la cuisine, donc je pense qu'on ne voit pas ce qui se passe en cuisine. Donc, pour mesurer ou calculer le GPP et le R, on doit avoir des ensembles de données sur l'oxygène, et souvent, ce n'est pas toujours le cas. Donc, que suggérez-vous en termes de comment pouvons-nous utiliser les concentrations d'oxygène en tant que telles? Est-ce que ce serait un bon indicateur ou pas? Ou est-ce qu'il faut tout calculer, calculer les coefficients d'aération et autres choses barbantes pour arriver à la concentration d'oxygène? C'est une bonne question, Gilles, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour simplement utiliser l'oxygène lui-même sans avoir à refaire ces calculs. Et on peut arriver à des informations similaires sans avoir à passer par toutes les travaux ennuyeux en cuisine, beaucoup d'hypothèses, de calculs, etc. Donc, ce que nous observons maintenant, c'est que ce que nous allons soumettre prochainement, c'est que comment on calcule l'oxygène dissous, et donc quelle est la portée d'oxygène dissous. Donc, pour arriver à ce type des idées similaires, mais sans avoir à faire beaucoup de travail. Donc, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Merci. Bien, je pense que nous sommes... vous avez beaucoup de remerciements, en fait, pour la présentation. Et je vous remercie, Jack, pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation à cette réunion.